Bonjour, nous allons évoquer aujourd'hui la personnalité et le parcours du président Valéry Giscard d'Estaing, et nous allons le faire avec Michel Cotta, que nos téléspectateurs connaissent bien. Michel Cotta qui écrit cette semaine à propos de Valéry Giscard d'Estaing dans l'Express, et Jean-Louis Bourlanges, député MoDem, qui lui a écrit dans Le Figaro cette semaine également, et tous les deux ont une vision très claire de la personnalité et de la carrière de Valéry Giscard d'Estaing. Michel Cotta tout d'abord. On dit que, et c'est d'ailleurs Jean-Louis Bourlanges qui le dit dans son article, que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas dans l'opinion aujourd'hui la place qu'il mérite. Quel est votre avis là-dessus, Michel ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais je crois que ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu vraiment deux phases dans son septennat. Deux phases, l'une où il a été élu triomphalement après une campagne vraiment fantastique, rapide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, parce que Georges Pompidou est mort en avril, il fallait donc que l'élection soit 6 semaines plus tard. Donc c'est une campagne à toute allure, menée de main de maître. Et quand il est arrivé à l'Élysée, on avait quand même l'impression que oui, c'était une nouvelle république qui commençait. Moi, je sais que j'ai écrit à ce moment-là un livre qui s'appelait La Sixième République, parce que j'avais l'impression que quelque chose changeait avec la présence de cet homme qui se voulait réformateur, qui se disait réformateur, et qui a d'ailleurs commencé sur des chapeaux de roue par un certain nombre de réformes tout à fait différentes de ce qu'attendait peut-être son électorat, mais en tout cas, la réforme sur de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, de la majorité à 18 ans, il n'a pas arrêté quand même dans les 6 premiers mois, c'est un feu d'artifice. Voilà, le souvenir que j'ai, c'est ça. Et après, assez rapidement, il y a eu une sorte de désamour que je m'explique mal d'ailleurs, qui évoque quelque chose qui se passe en ce moment, peut-être parce qu'il était trop brillant, trop jeune, mais en tout cas, c'est vrai que le désamour a commencé assez vite. Et en plus, il y a eu 2 chocs pétroliers importants qui ont quand même singulièrement altéré les réformes. On voit que quand il y a des gros coups, des coups du sort, souvent les réformes sont repoussées à plus tard parce qu'on s'occupe de l'immédiat. Donc effectivement, le désamour est venu assez vite. Et puis son personnage quand même a changé. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis, mais au cours des années, ce personnage qui se voulait moderne, débroussailleur de tous les codes, casseur de tous les codes, débroussailleur des grands apparats, est apparu comme une sorte de président orléaniste, c'est-à-dire une sorte de monarque modéré. Et son image a changé, voilà, pendant les 3 dernières années. Et je pense que c'est ça qui explique que le souvenir de lui reste d'abord imprécis. Autant on a fêté, commémoré la mort de Jacques Chirac, autant effectivement vous avez vu la discrétion finalement de tous les hommages qui ont été rendus à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, je trouve ça un peu injuste, et surtout je resterai toujours toute ma vie sur une espèce de manque. Comment ces 2 années qui ont commencé si bien s'achèvent comme ça un peu dans les diamants de Bokassa, un peu dans les chasses à l'ours en Europe du centre, un peu dans les safaris en Afrique. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Giscard d'Estaing, mais je pense que Jean-Luc est plus près de lui, qui était plus près de lui que moi, aura peut-être des explications plus franches à fournir. Jean-Louis, comment avez-vous perçu ? Lui parce que je l'ai surtout connu dans la phase européenne de son action au Parlement européen. Avant, je ne le connaissais pas. J'avais d'ailleurs voté pour Jacques Chaban-Delmas. Moi, j'ai toujours été fidèle au libéral social européen, mais ça m'a conduit à être pour Chaban, pour Barre, pour Balladur, pour Giscard sur le plan européen. Mais en réalité, c'était ses idées qui étaient... Alors, je me suis très très bien entendu avec lui au Parlement européen. C'était un homme qui, de ce point de vue-là, a été vraiment abusivement décrié. Il était très agréable, très peu arrogant, extrêmement sensible aux conseils. C'était pas du tout quelqu'un qui était un tranche-montagne, qui savait tout, etc. C'était vraiment quelqu'un de réfléchi, d'attentif et qui vous répondait et sur lequel on pouvait... Moi, je me souviens avoir eu des conversations avec lui. Moi, il voulait s'opposer à Delors au Parlement européen.
Tout le monde il avait dit que c'était comme ça, etc. J'étais le seul, j'étais allé le voir après en lui disant non, il ne faut pas. Ça serait très contraire à votre image européenne et ça ne serait pas du tout compris. Et je lui ai dit, excusez-moi de vous dire ça. Et ben, vous avez tout à fait raison, et il a pleinement tenu compte du Conseil. Donc, ce n'était pas du tout un homme arrogant. Et ça, c'est l'aspect personnel. Sur l'aspect politique, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel. Il s'est passé quelque chose pendant le septennat qui fait que cet homme qui avait commencé comme Mirabeau a fini comme Guizot. Et c'est-à-dire le Premier ministre de Louis-Philippe, qui avait du mal à accepter les changements. Peut-être Barre a-t-il joué un rôle là-dessus, parce que Barre était assez conservateur, sauf sur le plan économique où il voulait changer des choses, mais il voulait changer les choses dans un sens assez libéral, plus que centriste. Il m'a semblé que là où je suis un tout petit peu en désaccord avec Michel, plutôt j'apporte une précision, c'est qu'il m'a semblé, je suis tout à fait d'accord avec elle sur le festival des premiers mois, des réformes du premier mois. Ensuite, le désamour, il y a un premier désamour qui vient de sa rupture avec Chirac. Et là, les gaullistes, à partir de 1976, se mobilisent contre Chirac. Mais cette affaire, il le gagne. Il gagne cette première bataille. D'abord, il gagne les élections de 1978 et il les gagne sur ses réformes. C'est parce qu'il a fait des réformes en direction de la jeunesse et du changement qu'il arrive à détacher de l'union de la gauche la mince fraction de gens qui lui était nécessaire pour garder sa majorité parlementaire. Ensuite, il croit et il bat Chirac sur l'élection européenne de 1979. Et là, à mon avis, il commet une erreur. Il croit que le problème est derrière lui. Il croit qu'il a battu Mitterrand et qu'il a battu Chirac et que la route est libre. Ce sont ses deux successeurs. Et là, il s'enferme véritablement dans une attitude assez conservatrice qui fait que, contradictoire avec le fait qu'il s'était, dès le début, il avait installé les jeunes au pouvoir puisqu'il avait abaissé l'âge électoral de 21 ans à 18 ans. Donc il devait jouer les jeunes. Or, il ne les joue plus. Il ne fait pas la réforme des radios libres, il ne fait pas l'abolition de la peine de mort, il ne fait pas la décentralisation, il ne poursuit donc pas les grandes réformes qu'il avait commencées. Et je pense que c'est une... Pourquoi ? Peut-être a-t-il anticipé que la France deviendrait conservatrice. En tout cas, le timing était mauvais et il s'est pris les pieds dans le système. Michel Cotta ? Peut-être que je voudrais revenir sur la rupture avec Jacques Chirac. Oui, quelles sont les raisons de cet antagonisme entre les deux ? Et qui me paraît en effet très important dans le destin de ce septennat. Parce qu'après tout, il y avait une gauche qui, même si elle avait été battue en 1978, était en train de se construire plutôt depuis 71 autour de François Mitterrand. Et donc de 71 à 81, il y avait quand même une gauche qui grossissait sans arrêt jusqu'au point où on se disait est-ce qu'elle va gagner les élections de 78 ? Et puis elle a gagné les élections de 1981. Et puis, de l'autre côté, il y avait ce bloc de Jacques Chirac et des gaullistes et du RPR qui, évidemment, ont empêché aussi Valéry Giscard d'Estaing de faire son grand libéralisme moderne. Il voulait un grand effort libéralisme, mais au fond, entre la crise et le fait qu'il soit coincé entre la gauche, qui naturellement ne voulait pas de libéralisme, et le LR qui lui contestait le pouvoir de le faire, oui, ça a beaucoup compté dans l'histoire de son septennat, au-delà de sa personnalité. Je ne sais pas si Jean-Louis Boulanger est d'accord avec ça. Si, je crois tout à fait que ça a joué un rôle très important. Simplement, je pense qu'il pouvait continuer, il pouvait jouer, il pouvait détacher. Le problème, c'est que dès le départ, il a été élu avec les mauvais du RPR. C'est-à-dire que il y avait une aile qui était assez réformiste, qui était incarnée par Jacques Chaban-Delmas. Derrière, il y avait Olivier Guichard, Robert Boulin, Joël Le Teul, Alain Peyrefitte, qui avait fait son mea culpa par rapport à mai 68. Tout ça, c'était des gens qui étaient assez proches du programme libéral social européen qu'incarnait Giscard. Mais il avait été élu contre eux. Il avait été élu avec l'appui, c'était d'ailleurs habile en termes tactiques, des plus conservateurs, c'est-à-dire de Chirac, qui était soutenu par la camarilla de l'Élysée, c'est-à-dire l'entourage assez dur, Pierre Juillet, Marie-France Garot, de la présidence de la République.
Et donc, il a été élu à front renversé. Et je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas tout de suite en tirer les conséquences. Je ne dis pas nommer ou pas nommer Chirac Premier ministre, mais il a estimé que Jacques Chirac, et ça c'est une erreur psychologique très typique de sa personnalité, il a estimé que Jacques Chirac s'accommoderait d'un rôle de brillant second, qui lui amènerait le RPR, alors que Jacques Chirac était un homme qui avait tout à fait envie, très rapidement, de succéder à Valéry Giscard d'Estaing. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un dirigeant gaulliste très, très brillant, qui vient de nous quitter d'ailleurs, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui était Robert Poujade, l'ancien maire de Dijon. Et j'avais déjeuné avec Robert Poujade à ce moment-là, et avec Denis Baudouin, qui était le conseiller de Chirac. Et Poujade nous avait dit assez drôlement, le problème de Chirac, c'est qu'il est habitué à vivre dans une république où les présidents disparaissent en cours de route. Ce qui avait été évidemment le cas du général de Gaulle, qui avait été battu au référendum, puis de Pompidou. Et là, il s'étonnait que Valéry Giscard d'Estaing demeurât en place. Et donc, il ne pouvait pas attendre Chirac, il fallait qu'il construise, et l'idée que Giscard puisse être réélu, c'était totalement contraire à sa raison d'être. Et ça, Valéry Giscard d'Estaing aurait dû le comprendre dès le début. Il aurait eu tout à fait intérêt à s'appuyer sur les vieux du RPR, qui étaient Guichard, Chaban, etc., qui, eux, étaient d'accord avec lui sur le fond et ne pouvaient plus prétendre à le remplacer. Ça, pardon, mais comme vous le savez, le RPR, dans son ensemble, était très hostile à Giscard. Et je ne pense pas, la façon dont ça s'est passé, en tout cas, rappelez-vous, les barons ont été choqués parce que Jacques Chirac était Premier ministre, acceptait d'être Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et on a parlé à l'occasion de trahison. Donc, étant donné l'état d'esprit des gens, c'était très difficile à ce moment-là de faire appel à quelqu'un comme Olivier Guichard, par exemple, quel Pompidou avait songé à faire appel comme dernier Premier ministre. Donc, c'est très, très difficile. Il n'avait au fond derrière lui que Jacques Chirac, qui avait incité 43 députés gaullistes à voter dès le premier tour. Oui, mais ça, c'est des choses. Juste, je dis, vous avez raison. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing s'est profondément trompé sur la personnalité de Jacques Chirac. Pas seulement sur son but politique, mais moi, il m'a dit un jour, quand je lui ai dit, mais vous êtes sûr, monsieur, que Jacques Chirac vous suivra longtemps? Et il m'a dit, vous savez, Jacques Chirac, il était très, très dévoué à Georges Pompidou. C'était son père. Il n'y a pas de raison qu'il soit différent avec moi. Eh bien, il y avait toutes les raisons qu'il soit différent avec lui. Toutes les raisons. Parce que Pompidou, il l'aimait tendrement, tandis qu'il a toujours été en compétition avec Giscard. À quelques années près, en plus, les deux hommes, on voyait bien que la compétition. Mais l'analyse qu'a faite Valéry Giscard d'Estaing de Jacques Chirac était complètement erronée, tandis que Jacques Chirac, en plus, a reconquis le parti des gaullistes. Et moi, j'ai le souvenir d'un congrès, par exemple, à Biarritz, en 75, où tous les gaullistes, beaucoup de gaullistes dans les rues, et tout le monde criait Chirac président, ce qui a commencé à énerver singulièrement Valéry Giscard d'Estaing. Mais donc, c'est parce qu'il était appuyé sur l'UDR, l'UDR, oui, ça s'appelait l'UDR à l'époque, que Jacques Chirac a pu devenir cet adversaire si important contre Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Louis Bourlanges, est-ce que vous pensez que finalement le président Giscard d'Estaing s'est trompé non seulement sur Jacques Chirac, mais aussi sur d'autres personnes qu'il a amenées, avec qui il a travaillé? Non, alors, je voudrais quand même préciser une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel, sauf je crois que j'ai vécu ça très directement. Je me rappelle notamment de la prise de pouvoir du RPR par Chirac en décembre 1974. J'y étais, si je puis dire, et je me rappelle, ce que les barons ne pardonnaient pas, c'était pas que Chirac ait accepté d'être Premier ministre, c'est qu'il ait fait battre Chaban. C'était ça. Si Giscard avait, comme lui recommandé Arthur Comte, il recommandait la dissolution aussi. Ça, c'était à mon avis très dangereux. Mais si Valéry Giscard d'Estaing avait nommé quelqu'un comme Le Teul ou quelqu'un comme ça, si vous voulez, à ce moment-là, je crois qu'il était encore en vie, il est mort un peu après, je pense qu'ils auraient été ravis de l'humiliation de Chirac. L'erreur du président Giscard d'Estaing à ce moment-là, ça a été de laisser
Chirac à la fois à Matignon et prendre le mouvement en décembre 1974. Alexandre Sanguinetti, qui était le secrétaire général, détestait Chirac à l'époque. Et tous ces gens-là étaient prêts, à mon avis, à condition qu'on leur propose quelque chose. Ce qui est très significatif, c'est le premier gouvernement de Giscard. Il nomme Chirac, donc il le met en tête et il prend pratiquement aucun ministre important. Il prend des gens qui étaient, je ne sais plus, il y avait Soufflet, des personnalités assez secondaires dans le milieu gaulliste. Et donc, à travers ça, il s'est aliéné le groupe parlementaire et il a en plus donné à Chirac les moyens de réassumer tout ce parti. Il me semble que la logique était de faire un peu l'inverse, d'essayer de marginaliser Chirac et de servir des gaullistes, et notamment les gaullistes proches de sa ligne libérale, sociale et européenne, ce qui lui aurait permis de conforter son projet réformiste. Michel Cotta, est-ce que la vision que vous aviez quand vous avez écrit votre livre en 1974, La Sixième République, la vision que vous aviez de Giscard a changé aujourd'hui, maintenant qu'il a disparu et que le temps a passé ? Alors, je vais vous dire, ça a changé. Moi, j'ai changé. Je l'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé ces 2 premières années. Et puis après, j'ai moins aimé la fin du septennat. Mais assez rapidement, il a recommencé la politique. Et moi, j'étais très admirative de ça. Je rappelle qu'il a été candidat au cantonal après avoir été président de la République. Alors, autour de moi, il y avait des tas de gens qui disaient « Mais comment c'est possible ? Quand on a été président, on recommence pas à la base. » Et moi, au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour cette façon de recommencer à la base. Et un jour, je me rappelle qu'on s'était revus, et que dans l'intervalle, moi aussi, j'avais eu des expériences professionnelles difficiles, et il m'avait dit, au fond, on a presque eu la même vie, on a recommencé à zéro. Et j'avais trouvé que c'était formidable. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec lui aussi, avec lequel il avait une grande distance à la fin vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire qu'il osait dire, oui, j'ai beaucoup souffert de ne pas être réélu. J'ai pas compris, j'ai beaucoup souffert, et au fond, depuis que j'ai été battu, je cherche pourquoi. Et j'avais trouvé cet homme assez, vraiment, d'abord intéressant, ensuite intelligent, c'est une sorte de virtuose quand même, et beaucoup plus capable que tant d'autres hommes politiques de faire une réflexion sur lui-même. Ça m'avait beaucoup impressionné depuis qu'il avait quitté l'Élysée. Jean-Louis Bourlanges, vous écrivez dans votre article que Valéry Giscard d'Estaing, contrairement à une légende tenace, doit moins sa défaite à la défection d'une partie de la droite qu'à une forte poussée de la gauche. Oui, je crois que Jacques Chirac a tout fait pour le faire battre. C'est pas, mais il y avait vraiment les empreintes de Jacques Chirac sur le poignard qui a tué Giscard. Mais je crois que la plaie, le coup de poignard de Chirac n'a pas été le coup décisif. Je pense que il y a eu une illusion générale qui était que Giscard serait facilement réélu à partir du moment où les socialistes n'avaient pas remplacé Mitterrand par Rocard. Donc, Mitterrand, on l'a déjà battu 2 fois, c'était un homme du passé, etc. C'était un homme en fait redoutable. Et Chirac, en réalité, la situation sociologique était terrifiante pour Giscard. Il avait été élu avec 300 000 voix d'avance, par un corps électoral qui avait 21 ans et plus. Il avait créé une réforme qui donnait le droit de vote aux jeunes de 18 à 21 ans. Si ces jeunes avaient voté en 1974, il apparaissait que c'était Mitterrand qui aurait été élu. Donc, il a été confronté à 2 chocs pétroliers. Le premier, ils s'en sont à peu près sortis, ça a été très laborieux, mais la politique courageuse de Barre a fini par donner ses fruits. Et paf, en 79, c'est-à-dire au pire moment par rapport à l'échéance de 81, on a eu le second choc pétrolier qui a été terrible. Donc on a eu une montée du chômage absolument gigantesque et auquel d'ailleurs ils ont fait face courageusement parce que quand on regarde, il n'y a pas eu beaucoup de réformes après, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une vraie social-démocratie. C'est sans doute le gouvernement le plus social-démocrate que la France ait eu. Je ne parle pas de l'expérience socialiste de 81-83, mais social-démocrate. C'était vraiment les années bas.
qui se sont traduits d'ailleurs par une augmentation massive des impôts, parce que Barre faisait de la politique sociale, mais il ne voulait pas la faire financer par le déficit. Donc, résultat, les prélèvements obligatoires ont monté considérablement. Quand vous mettez tout ça ensemble, c'était vraiment extrêmement difficile d'imaginer que le président Giscard d'Estaing obtienne une majorité. C'est la France. Vous savez, il y avait deux bonnes analyses qui avaient été faites par Sciences Po. La première, c'était au moment des élections de 78, ils avaient fait un livre qui s'appelait « France de gauche, vote à droite ». Ils avaient montré que la France était sociologiquement de gauche, mais que grâce à ces réformes et à la rupture du programme commun, à la méfiance anticommuniste d'une partie de la gauche, Giscard avait obtenu une majorité parlementaire. Et le second livre, celui de 81, c'était « France de gauche, vote à gauche ». Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que le droit commun de la politique a rejoint les fondamentaux sociologiques. Donc la logique était qu'il soit battu. Mais on ne l'a pas du tout vu à l'époque. On a cru, parce qu'il était très populaire comme homme, on a cru qu'il allait s'en tirer. Et lui-même, d'ailleurs, s'est illusionné sur ses chances, ce qui l'a conduit d'ailleurs à ne pas remplacer Raymond Barre, qui était quand même un personnage remarquable comme Premier ministre, mais c'était vraiment un peine à jouir électoralement. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre, je crois qu'il faut prendre en considération effectivement la montée de François Mitterrand. Et à cette montée aussi, peut-être que Valéry Giscard d'Estaing ne s'attendait pas tout à fait, parce que c'était... on a cru longtemps que François Mitterrand donc était l'homme du passé, qu'il serait remplacé à partir de 1978, par exemple, par Michel Rocard. Donc, au fond, Mitterrand n'était plus aussi, dans les yeux de Valéry Giscard d'Estaing, dans son regard, Mitterrand n'était plus aussi dangereux qu'il l'était avant, et à tout moment, la menace Rocard pouvait paraître. Mais là, il a été abusé par comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, la combativité et surtout l'obstination de François Mitterrand, qui finalement a été le candidat unique de la gauche à l'élection de 81. Alors qu'après 78, au fond, on s'était dit bon, Mitterrand, c'est fini. Alors, je pose la question effectivement de la succession. Enfin, est-ce qu'il faudrait avoir changé Raymond Barre? Alors, beaucoup de gens disent que si, par exemple, dans la dernière année, Valéry Giscard d'Estaing avait choisi comme Premier ministre quelqu'un d'aussi populaire que Simone Veil, par exemple, qui ne l'aurait pas fait d'ombre dans la conduite des choses, parce qu'ils étaient tout à fait d'accord, tout à fait sur la même ligne. Donc, s'il avait pris une sorte de talisman, comme Simone Veil, peut-être aurait-il été élu. Et j'ajoute que là, par exemple, dans la bataille entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, on a su, tous les sondages ont montré pendant 1 an et demi que Hollande était devant. Bon, mais là, c'était le contraire avec Valéry Giscard d'Estaing. Et jusqu'à la semaine précédant l'élection, il était quand même en tête des sondages. Et au fond, c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est cristallisé un peu avant le premier tour et entre les deux tours, surtout, sans doute le débat entre les deux personnages. En tout cas, voilà, il a toujours été... D'où la difficulté qu'il a eu même de comprendre comment il a été battu. Il était majoritaire encore 1 mois avant l'élection. Jean-Louis Bourlanges, que reste-t-il de la politique de Valéry Giscard d'Estaing? Est-ce que c'est ce qu'il a réalisé en Europe qui marquera le plus, qui restera le plus? Il reste tout. Il reste tout. Le général de Gaulle a reconstruit la France. Il s'est identifié à la génération de l'après-guerre, dont fait partie d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, qui en est un bon produit. Et Valéry Giscard d'Estaing, lui, est l'homme qui a pris la société française au lendemain de mai 68, c'est-à-dire une société qui voulait s'émanciper sur le plan civil, société civile, une société qui voulait l'égalité des femmes et des hommes, une société qui voulait que les jeunes aient des droits et soient entendus, une société qui voulait tourner le dos, Danny Cohn-Bendit est un bon exemple, au nationalisme, nationalisme gaulo-communiste d'ailleurs, qui voulait effectivement construire l'Europe, et une société il faut bien voir que mai 68, il y avait aussi Prague.
c'était une société qui voulait s'émanciper du Parti communiste stalinien. Donc c'est ça, la France, que trouve Valéry Giscard d'Estaing, et il lui donne sa forme, il lui donne sa politique, il avance, et là vous avez raison, le bilan européen est impressionnant. Élection du Parlement européen au suffrage universel, création du Conseil européen, qui est la grande instance politique des chefs d'État et de gouvernement qui donne une tête politique à l'Europe, construction du système monétaire européen, qui est l'embryon, le code génétique de l'euro, si je puis dire. Tout ça apparaît à ce moment-là, une réconciliation franco-allemande, bien plus qu'une réconciliation, une entente franco-allemande dont vous avez été le témoin en tant que journaliste spécialisé des affaires allemandes, mon cher Bernard, et jamais une entente a été aussi parfaite entre deux hommes politiques de deux pays différents que celle d'Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing. Tout ça, c'est nous. Aujourd'hui, je viens de poser une question à l'Assemblée, au Premier ministre, à l'Assemblée nationale, j'ai dit ça, j'ai dit, nous voyons que ce vieil homme qui a quitté le pouvoir il y a 40 ans est encore notre contemporain capital. En effet, j'ai été témoin de l'entente entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, et c'est vrai que ça fonctionnait très très bien. François Mitterrand et Helmut Kohl aussi, on a vu oui. Helmut Kohl. Pas tout à fait, pas avec le degré, c'était pas pareil. Vous avez raison, mais pas avec le degré de Gaulle, Adenauer, c'était bien, mais c'était très formel. Schmitt et Giscard, c'était des amis. Ils ont continué à se voir, à s'écrire, absolument. Oui. Alors, moi, en revanche, évidemment, tout ce qui est le bilan européen est sûrement extraordinairement moderne encore. Mais alors, les réformes intérieures le sont encore plus. Il faut penser qu'en 1974, pour ouvrir un compte en banque, une femme devait encore demander à son mari. Pour accepter un travail, elle devait avoir l'autorisation de son mari. Alors le divorce par consentement mutuel, de ce point de vue-là, c'est un progrès absolument considérable. Il a fait faire aux femmes un bond que d'ailleurs elles n'ont plus jamais fait depuis, parce que c'était un gouvernement le premier qui avait 5 femmes dans son gouvernement. Visiblement, le mouvement, il a accompagné le mouvement des femmes, et il a, avec l'avortement, mis un terme à une incroyable polémique et une incroyable injustice qui sévissait en France depuis des années, alors que partout ailleurs les taux s'étaient desserrés. Donc moi, je retiens surtout le côté sociétal de ces réformes. Et alors effectivement, en me disant que, je me rappelle, lorsqu'il avait mis la majorité électorale à 18 ans, enfin la majorité passée de 21 à 18 ans, je me suis dit, mon Dieu, mais peut-être il creuse sa tombe, parce que d'abord les jeunes ne votent pas, et ensuite ils ne lui seront pas reconnaissants. Et vous pensez qu'il a creusé sa tombe? Non. Non. Ce n'est pas ça qu'il a... Mais je pense que quand même les jeunes de 18 ans... Ça a contribué, Michel a raison. Les jeunes de 18 ans n'ont pas voté pour lui, et ceux qui ont voté ont peut-être voté à gauche. Ça, je ne sais pas. Mais donc, ça restera quand même comme l'image de quelqu'un secouant vraiment la société, la secouant souvent contre son Premier ministre, même si Jacques Chirac, après, a soutenu l'IVG au dernier moment pour la faire voter par les siens, pour essayer de la faire voter par les siens, alors que c'est plutôt la gauche qui a voté l'interruption volontaire de grossesse. Mais là, c'est quand même lui qui était à l'origine, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été à l'origine, qui a soutenu, qui a désigné Simone Veil, parce qu'il pensait qu'elle était la plus qualifiée pour ça. Et bon, voilà, on vit toujours quand même sous les réformes qu'il a provoquées il y a 40 ans. Jean-Louis Bourlanges, est-ce que l'on peut dire que Emmanuel Macron est une sorte de fils spirituel de Valéry Giscard d'Estaing? Oui, et sur un point important, globalement, oui, libéral, social européen, la jeunesse, la question des finances, l'ardeur au travail, enfin tout un ensemble de choses, l'ardeur réformiste, et c'est là. Je crois que quand j'écoutais Michel, je pensais que la grande différence entre Valéry Giscard d'Estaing et également Emmanuel Macron d'un côté et tous ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire Mitterrand, Chirac, Sarkozy, c'est une différence de perception sur ce à quoi sert la politique.
Je pense que Valéry Giscard d'Estaing était un homme qui avait de très fortes convictions. Il savait que la réalisation de certaines de ses projets, de ses convictions, lui coûterait cher électoralement. Et donc, il faisait évidemment, parce qu'il essayait d'être habile, il faisait des concessions pour que ses idées passent. Mais ce qui était le fil directeur, c'était ses idées. Et après, on a eu des chefs d'État qui avaient l'opinion inverse, qui estimaient qu'ils regardaient ce qu'il fallait faire pour être élus. Et quand ils avaient vu ça, ils essayaient de faire les concessions qu'il fallait à l'intérêt général pour que le pays n'aille pas à volo. Mais la relation était inverse. Le primat électoral chez Mitterrand, chez Chirac et chez Sarkozy est fondamental. La sagesse gouvernementale, elle vient parce que ce sont des gens responsables et qui ne veulent pas faire trop de bêtises. Chez Giscard, c'était l'inverse. C'était le primat gouvernemental qui comptait, et puis on faisait quelques concessions sur le plan électoral. Et je pense qu'Emmanuel Macron est bien de la même catégorie. C'est un homme qui prend des risques, qui fait des changements. Alors, je trouve que ces changements sont un peu brouillons, sont un petit peu superficiels, mais ils sont dans la même ligne. Les changements importants, là aussi, se font sur l'Europe. Je ne fais pas de concours avec Europe contre sociétale, avec Michel. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit sur l'importance des réformes sociétales. Je crois que Macron joue aussi sur ces deux leviers, si vous voulez, le levier européen, le levier sociétal, avec des réformes assez importantes, que je n'approuve pas toujours d'ailleurs, mais qui existent. Et de ce point de vue-là, je crois qu'ils sont assez semblables. Ce à quoi doit réfléchir davantage Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est au fonctionnement de la démocratie. Valéry Giscard d'Estaing a apporté beaucoup à la démocratie française, ne serait-ce que par sa réforme de la saisine du Conseil constitutionnel, qui a vraiment redonné un rôle très important à l'opposition dans la fabrication des lois, en créant ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la Constitution, c'est supérieur aux lois, les lois, c'est supérieur aux décrets, etc. Ça, on le doit beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, le président Macron devrait réfléchir aux conditions nécessaires à la création de ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait une démocratie paisible et réfléchie. Michel Cotta, Jean-Louis Bourlanges vient de nous dire en quelque sorte que, dans une certaine mesure, Emmanuel Macron était le fils spirituel de Valéry Giscard d'Estaing. Quel est votre avis là-dessus ? On ne peut pas ne pas faire le parallélisme entre les deux. Alors je me demandais tout le temps ce qui change, je demande tout le temps ce qui est différent sur l'Europe, sur la réforme, sur le libéralisme, ils sont tout à fait d'accord. Mais c'est au fond, on se dit que Macron et Giscard d'Estaing, c'est le même niveau d'intelligence, de virtuosité, etc. Mais ce qui change, c'est que Valéry Giscard d'Estaing avait derrière lui un long chemin politique déjà, et qu'il était, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, habitué à entendre les conseils, à entendre les autres, et qui ne faisait pas du tout, il n'y avait pas la moindre arrogance dans son personnage. Tandis que c'est vrai que dans les premiers mois, Emmanuel Macron, peut-être trop jeune, mais qui n'avait pas fait autant de politique, qui n'avait pas été autant le terrain, qui ne savait pas comment être humble, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence de ce côté-là. Mais je crois que ce sont deux personnages qui auraient pu vraiment avoir, qui ont eu des carrières parallèles, puisqu'ils ont tous les deux été présidents de la République, mais surtout qui auraient pu très bien s'entendre. Voilà. Merci beaucoup Michel Cotta, merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges, merci pour la finesse, la justesse de vos analyses. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.